Si vous étiez donc dans les embouteillages de retour d'un long et doux week-end de l'Ascension hier, voici donc ce que vous avez peut-être raté et ce qui s'est passé sur TF1 un peu après 20h. Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. Et au fond, pour le dire assez simplement, les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Alors, depuis cette déclaration, depuis ce coup de théâtre, un mot revient en boucle, dignité. Ce sont comme ça qu'on qualifie chez beaucoup de républicains la façon dont est parti et la décision qu'a prise Laurent Wauquiez. Est-ce que ces réactions, vous les trouvez dignes précisément, Richard ? Oui, elles sont dignes dans ce moment parce que personne ne va dire exactement ce qu'il pense de la prestation de Laurent Wauquiez hier soir. Je pense qu'au-delà des micros et au-delà des tweets, on aura peut-être des gens qui vont dire « enfin », parce que la décision est peut-être prise un peu tard. D'autres qui diront « c'était quand même bien joué, mais c'est un peu surjoué dans la manière de se mettre en scène, dans la manière de venir le dire sur un plateau de télé. C'est pas dit auprès d'un bureau des Républicains, c'est pas dit dans une assemblée avec les élus républicains, c'est dit à la télé comme ça. Bon, oui, il y a un petit peu du Laurent Wauquiez dans son départ, je trouve. Guillaume Bigot. Écoutez, il y a à l'issue d'un bureau politique des Républicains, il y a une semaine, quelqu'un, et je me souviens malheureusement plus de qui, a eu cette parole absolument féroce et a dit, on a eu une réunion de famille, c'était des obsèques, malheureusement le mort parlait. Eh bien le mort a parlé sur TF1, on a entendu le mort parler. Peut-être a-t-il tenu une semaine dans cet état, mais oui, il n'y avait pas d'autre issue, me semble-t-il. Et de toute façon... Ça, on est d'accord, mais est-ce que vous trouvez que, c'est la façon dont il l'a fait est aussi digne que l'on dit les réactions, et trouvez que les réactions qui ont qualifié de digne cette décision le sont vraiment ? Rien d'indigne, ni dans la forme qu'il a utilisée, ni dans les commentaires. Par contre, quelqu'un qui, pendant 59 minutes de sa vie politique, a été férocement orléaniste, et puis la dernière minute s'est découvert bonapartiste et patriote, oui, ça ne passait guère, effectivement. Nicolas ? Écoutez, quand on sait que par rapport à d'autres pays, en France, les politiques démissionnent rarement et ils ont aussi la mauvaise habitude de revenir sur la scène politique alors qu'ils ont subi des échecs cuisants, je dirais oui que c'est effectivement digne, mais c'est pas ça ce qui est plus inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est la succession dans les idées. Alors on va revoir ça. Je vous laisse remettre votre micro qui vient de tomber, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Jackie, vous, le spécialiste en communication, comment vous avez trouvé le fond, la forme et les réactions ? À la différence de Benoît Hamon, qui a été contraint de se mettre en retraite de son mouvement, et personne n'a vu Benoît Hamon prendre la parole au TF1 20h, qui est quand même la sacro-sainte messe à laquelle tout le monde veut accéder. Laurent Wauquiez a eu quand même droit à un temps de parole, sans doute au moment du journal télévisé le plus regardé de France. Donc de ce point de vue-là, il a encore un statut dans les médias qui lui a permis de s'offrir un enterrement en grande pompe pour filer un peu votre métaphore. Donc c'est pas un coup réussi, parce que d'annoncer effectivement sa propre mort à l'ensemble du peuple français, c'est jamais très agréable. Mais au point de vue du statut qui peut lui être accordé par les journalistes ou pas, ils auraient très bien pu refuser de l'accueillir, c'est plutôt pas mal. Après, derrière, vous allez ouvrir sans doute un tas d'autres fenêtres, c'est que c'est la 5e ou 6e déconvenue d'un parti qui a offert 5 présidents lors de la 5e République. Donc ça, c'est très préoccupant. Alors, on va sans doute en parler. Hélas, nous dit Nicolas Lecossin. Justement, pour savoir s'il y a des chances de survie pour Laurent Wauquiez, c'est peut-être un sujet de débat. D'abord, il y a de la question du jour. Par contre, c'est sur les Républicains. Y a-t-il un espace politique pour la droite entre LREM et le Rassemblement national ? C'est la question que vous pouvez trouver sur le Figaro.fr. Vous pouvez continuer à répondre. Pour l'instant, vous êtes une légère majorité à répondre non. Voici en tout cas, en attendant ce que propose pour la suite, l'ancien ministre et député Éric Woerth. On y revient juste après.
Je souhaite l'installation d'une véritable collégialité qui représente, alors ça ne peut pas être 25 personnes, mais qui représente les Républicains et qui intègre aussi à un titre ou un autre, dans toutes les responsabilités, l'ensemble des générations. Il y a plein de jeunes députés extrêmement talentueux. On a besoin de reconstruire ensemble la droite et pas au profit d'un tel ou d'un tel, pas au profit de telle ambition. C'est très bien les ambitions, il en faut en politique comme ailleurs. Mais là, si on n'a pas une droite crédible, on n'aura pas de candidat crédible. Guillaume Bigot, c'est une bonne idée ce que propose Éric Woerth ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce que nous appelions dans le champ politique la droite et la gauche, il faut vraiment profondément le réinventer. Que ceux qui prennent la place de la droite, de l'ex-droite, soit maintenant la gauche, ou ceux qui prennent la place de l'ex-gauche, soit maintenant la droite, qu'importe. Qu'importe finalement le flacon, seul le breuvage va compter. Et là, à force d'essayer de faire revivre en fait un clivage qui est complètement daté, c'est vraiment cette image des personnages dans les dessins animés qui sont au-dessus d'un ravin et puis ils mettent un certain temps avant de tomber. Vous pensez comme cet internaute qui nous dit Wauquiez aurait dû dissoudre tout le parti dans la foulée, les Républicains sont morts. C'est pas sa responsabilité à lui, il peut pas vraiment. Le constat de décès, vous le dressez. Au-delà du parti lui-même des Républicains, c'est plus profondément encore le clivage lui-même tel qu'il est sorti de 1789. À droite, ou de 1792, à droite ceux qui veulent la mort du roi, ou plutôt ceux qui veulent épargner le roi, merci du lapsus, et à gauche ceux qui veulent la mort du roi. Eh bien maintenant, quel est le roi ? Où est finalement le souverain à décapiter ? Est-ce que c'est pas l'euro, par exemple ? C'est une question que je pose. On peut y revenir. Juste quand même sur cette question de la suite, Richard Bouygues, vous qui avez vu un petit peu l'état du Parti socialiste après la déflagration pour le coup de 2017 et la déconvenue de Benoît Hamon, est-ce que vous pensez que ce que propose Éric Woerth est une bonne idée et qu'est-ce que vous conseilleriez au regard de ce que vous avez vu au PS, aux Républicains ? Je ne sais pas si le PS est celui qui doit conseiller les Républicains demain. Moi, je suis un peu plus nuancé sur la disparition du clivage droite-gauche. Il apparaît effectivement facialement. Sur les dernières élections européennes, c'est un peu plus compliqué si, en fait, il n'y avait pas la guerre des égos à gauche. Les études qui ont été faites montrent que les électorats, notamment de Yannick Jadot, de Benoît Hamon et de Raphaël Glucksmann, sont des électorats très proches les uns des autres. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès. C'est repris, je finis par Gilles Finkelstein, qui l'a très bien mis en exergue dans un édito. On a des aspirations qui sont très proches, mais on a des égos qui sont très forts de la part de l'ensemble des responsables politiques et qui font qu'il n'y a pas eu à un moment donné de rassemblement à gauche. Mais le bloc gauche, c'est un bloc qui existe. Et la France Insoumise, en fait quoi la France Insoumise, je ne le rentre pas dans le bloc gauche, voilà. Puisque sur la partie... gauche à vous est macronienne. Non, j'ai pas ma gauche macronienne, vous me connaissez suffisamment mal pour pouvoir penser que ma gauche est macronienne, mais peu importe. Ah, mais c'est pas vous, personnellement. Non, mais j'ai pas une gauche macronienne. Les mouvements dont vous parlez. Non, c'est pas une gauche macronienne. Je crois qu'il y a un espace aujourd'hui entre la France Insoumise et Emmanuel Macron, comme je crois qu'il y a un espace entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Ce que je dis qu'aujourd'hui, c'est brouillé pour les raisons que vous avez évoquées rapidement, qui est que l'optique idéologique sur laquelle on se construit n'est plus aujourd'hui quelque chose de clair. Mais ça ne veut pas dire que l'espace politique n'existe pas. C'est ce que vous pensez, vous, Jackie ? Oui, mais enfin, on revient à votre question originelle, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait un moment que la droite est en train de mourir. Lorsque Copé-Fillon livre un spectacle absolument calamiteux, la droite enregistre sa première déstabilisation. Puis après, l'autre chose sur laquelle ils devront travailler, et c'est pour ça que sa proposition est intéressante, il a dit autre chose d'intéressant, Éric Woerth, il a dit avant de dire qui, il faut dire quoi. C'est que les Républicains, ils se sont fait pomper leur doctrine. Rappelez-vous ce qu'on reprochait à Emmanuel Macron. À un moment, on a dit, ce type-là, il n'a pas de doctrine. Et dans les partis, ne pas avoir de doctrine, généralement, on n'est pas trop habitué. C'est un canard sans pattes, ça n'existe pas. Et lui, il a quand même conquis le pouvoir en ayant zéro doctrine. Il a fait juste en exprimant le fait qu'il croyait à quelque chose, à un projet, sa révolution, mais il n'avait pas de doctrine installée. Là, les Républicains, ils se sont fait déchirer l'ensemble de leurs grands axes doctrinaires. C'est ce que dit Babineau, justement. Plusieurs années. Donc, le clivage gauche-droite est peut-être dépassé, mais si on observe la politique de Macron depuis 2 ans, elle séduit les électeurs. Oui, mais la droite, elle a perdu son faux doctrinaire depuis cette querelle entre Copé et Fillon. Et ça doit nous interroger.
changer au-delà du reste. Après, eh bien, je pense que ce qu'ils font assez bien, c'est de savoir gérer les querelles d'ego. Aujourd'hui, ils sont au 36e sous-sol, ils ne vont pas commencer à proposer à leurs militants, à savoir qui de Pécresse, de Bertrand qui n'est pas complètement là, de Larcher qui a des ambitions, de Woerth qui semblerait légitime. On n'en est pas là et je pense que ce n'est pas à ça qu'il faut s'attendre. Nicolas, cet attelage digne du Parti communiste chinois que proposait Éric Woerth, ça vous plaît ou pas? Il faut avoir peur de tout ça. Non, ce sont les idées. On a comparé à l'IREF les programmes des partis en lice pour les européennes et le programme de M. Bellamy. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de quelque chose de Macron, de Rassemblement National, d'écolo. C'était comme un plat, comme ça. On avait mis plein d'épices. Il n'y avait aucun goût. Donc, ce qu'il faut pour la droite, moi, la personne, sont les idées. Si la droite a perdu, c'est parce qu'elle ne s'est pas présentée comme une vraie droite, libérale, conservatrice. Regardez ce qui s'est passé en Australie. Regardez ce qui s'est passé l'année passée aux Pays-Bas. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays où la droite... Aux Pays-Bas, j'ai vu, c'est les travaillistes qui sont arrivés en tête. Non, mais l'année passée, en 2017, la droite a gagné sans problème. Le libéral Mark Rutte a gagné sans problème. En Australie, personne ne s'y attendait. Ils ont leurs idées libérales, conservatrices, anti-écologistes. Il faut être sincère et afficher ses idées. Alors justement, je voudrais qu'on rebondisse sur une autre proposition qui a été faite. Cette fois-ci, elle était en embuscade 1 heure avant Laurent Wauquiez. Et c'était toujours sur le groupe TF1, décidément à la pointe hier soir. Aujourd'hui, vu la situation et tout ce dont je viens de vous parler sur l'archipélisation et les fractures, l'antagonisme, l'incapacité à reconstruire quelque chose ensemble, une espèce de France pour tous d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai envie de contribuer à mon petit niveau. Je ne suis pas en mesure de vous dire que je serai là à tel endroit. Mais en tout cas, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre à un moment donné, précisément pour essayer de construire cette grande alliance des droites, je le ferai à mon niveau si ça peut être utile. Alors, qu'en pense le souverainiste Guillaume Bigot? Est-ce que vous pensez que c'est crédible et est-ce que vous y croyez, qu'elle propose? À la fois oui et non. D'abord parce qu'on pourrait trouver ça très surprenant. Vous voyez, les macroniens. Oui et non, c'est pas en même temps. C'est pas en même temps. Un peu quand même. Non, vous allez voir. Bon, alors, vous allez voir. on revient sur Marion Maréchal. Oui et non. Oui, Sur Marion Maréchal. oui à quoi et non à quoi, c'est toute la question. Oui au bloc patriotique. Oui au bloc patriotique. Oui aussi à la personnalité. Parce que c'est quelqu'un de lumineux qui a à la fois une séduction, une langue extrêmement claire, elle parle de manière laconique et elle parle, à mon avis, elle est capable de parler à travers les classes sociales, ce qui est extrêmement rare pour un homme politique. C'est quelqu'un aussi qui est capable de ne pas parler, ce qui est encore plus rare pour les hommes ou les femmes politiques. Donc cette femme a des qualités éminentes indiscutablement, quels que soient ses ascendants familiaux, qui ne sont pas nécessairement, à mon sens, très glorieux, mais qu'importe. Je reviens sur elle. Le bloc patriotique, oui. Maintenant, elle retombe un peu dans cette ornière de la gauche et de la droite. Je ne veux pas considérer qu'il n'y a pas de jeu politique. Bien sûr qu'il y a du jeu politique, bien sûr qu'il y a des nuances, comme vous disiez très justement, Richard Bouygues, il y a des nuances. Mais la question n'est pas tellement de celle de ces nuances. En politique, ce qui est important, c'est déterminer ses ennemis ou ses adversaires, en tout cas. La question n'est pas tellement il y a toujours des choses qui vous distinguent. Mais globalement, quel est votre adversaire central? Quelle est votre cause centrale? C'est ça la question. Or, le bloc patriotique, elle l'a bien identifié. D'un côté, ceux qui sont contre l'Europe, et là on mettrait la France insoumise dedans, et on mettrait toutes sortes de nuances qui ne sont pas représentées aujourd'hui, et de l'autre, des gens qui sont pour l'Europe, quelles que soient leurs nuances. Et en effet, elles sont très importantes, ces nuances. Votre point de vue sur cette question? Elle est très maline, et puis bon, elle sait ce qui se passe ailleurs, mais attention... Est-ce que le libéral que vous êtes est séduit par cette Je suis séduit par ces idées libérales, mais attention, le Rassemblement National, Marine Le Pen en France, c'est complètement différent de Nigel Farage, même d'Orban, sauf sur les idées d'immigration. Les programmes économiques n'ont strictement rien à voir, il y a un gouffre. Nigel Farage est libéral, il est très libéral, il est pour le libre-échange. C'est la Grande-Bretagne, mais il est très libéral, c'est du point de vue économique. Donc, je ne crois pas du tout à ce que dit... Richard Bouygues, bon, j'imagine ce que vous pensez de Marion Maréchal, je ne vais pas vous penser à ça. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative crédible à droite? Est-ce que vous pensez que là, il y a justement un espace qui pourrait être retrouvé par les Républicains et un espace alternatif avec cette espèce de bloc des gauches sans la France insoumise que vous évoquez? En tout cas, elle est celle qui vient rebattre le plus à droite les cartes avec sa sortie médiatique. Elle arrive une semaine après une victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui a pris 500 000 voix par rapport aux élections précédentes. Certes, c'est dû en partie à la participation, mais quand même. Elle arrive donc à un moment donné où elle se pose en une alternative au moment où
on pense que ce parti a réglé une partie de son problème de leadership avec Marine Le Pen, qui fait une élection où elle est très présente et où finalement elle l'a emporté. Marion Maréchal revient à ce moment-là. Elle revient sans le savoir, mais au moment où chez les Républicains, c'est très fragile et ça fait une semaine que ça tangue pas mal. Et elle arrive en disant « je suis une alternative possible ». Parce qu'elle sent bien le jeu politique, parce qu'elle est maligne effectivement et qu'elle a bien senti qu'il y avait un espace aujourd'hui entre un plafond de verre qui n'en est pas un du côté du Rassemblement national, mais qui pourrait en être un à une présidentielle, les Républicains qui vont prendre du temps pour se reconstruire, parce que indéniablement, au municipal, ça va être compliqué de ressortir un parti très uni et très construit. Et elle arrive. Donc vous êtes serein l'an prochain? Non, je ne suis pas serein pour l'an prochain. Je ne pense pas que ce soit. Je pense pas qu'on puisse être dans un mode de sérénité. Je pense qu'il y a des cartes qui se rebattent. Mais aujourd'hui, regardez l'inquiétude de beaucoup d'élus. Les Républicains, qui disaient qu'en gros, ils allaient au municipal avec un parti qui posait pas mal de questions sur on y va en alliance, on n'y va pas en alliance, on peut se faire élire ou pas. Bref, il y a une question. Elle arrive, elle est très maligne, mais elle arrive dans un moment, je trouve, très malin. C'est le moment où le Rassemblement national est en hausse et où les Républicains auront du temps pour se reconstruire. Donc c'est plutôt bien joué, je trouve. C'est votre analyse aussi? Moi, j'ai été surpris par sa prise de parole. Je la trouve en décalage parce que si vous écoutez bien ce qu'elle dit, elle n'est pas du tout en association avec Marine Le Pen. D'ailleurs, elle n'a absolument pas dit qu'elle considérait Marine Le Pen comme étant la candidate naturelle du Rassemblement national en 2022. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'elle avait un timing qui devait être un peu différent. Et ce qu'elle craint, c'est que Mariani et Garot aspirent énormément d'élus de la droite républicaine classique en disant aux gars, oh, les gars, attendez, on l'a fait avant vous maintenant, regardez, c'est pas la catastrophe. Et eux, ils ont une capacité d'attraction absolument énorme. Et donc, elle se place entre les deux, comme ça. Je vois pas aujourd'hui quelle est la construction politique de ce qu'elle va proposer. Le Rassemblement national a gagné sans elle. Elle n'est pas allée aux législatives, elle n'a pas aidé lors des européennes et ils ont le même corpus, voire plus d'électeurs qu'en 2000, enfin pas tout à fait, mais qu'en 2017. Et Marion Maréchal Le Pen n'a pas été un allié de Marine Le Pen. Et donc par rapport à la droite, non plus. Donc là, je ne sais pas ce qu'elle va leur proposer, si ce n'est de dire je vais accélérer mon retour sur le devant de la scène. Et merci pour ces analyses et ces points de vue. On va rester là pour ce soir. De la parole à nos internautes. Citoyen payeur qui dit il n'y a plus de place pour LR. La République en marche a trop siphonné à droite chez les mous et les centristes. Tout ça entre guillemets. Les plus durs iront au RN. Babino qui nous dit il y a quelque chose de profondément non sincère, antipathique chez Wauquiez. Il n'a jamais été reçu favorablement par les Français. Citoyen payeur encore. LR mort, PS mort, LFI mort, PC mort. À qui le tour? Miss Maréchal attend son tour sagement. Elle et Bardella vont prendre du galant, prédit citoyen payeur. Et Babino pense comme vous, Jackie Isabello. Marion Maréchal parle comme une éditorialiste. Elle analyse la situation quand elle devra assumer ses positions. Plus compliqué pour elle. Les LR sont finis, ils vont se dissoudre chez Macron, l'AREM et le nouvel UMPS. Dit révoltons-nous. Je pense savoir vers où penche le cœur de cet internaute. Et Flight, ça c'est clair. Nicolas Sarkozy est de loin le meilleur candidat à la succession de M. Wauquiez pour redynamiser LR. Une réaction sur ce point-là? Vous êtes d'accord? Non, évidemment non. Non? Non. Eh bien, il y a matière. Le débat continue. Approuver ce respect qui me fait mal. Je rappelle deux choses. D'abord, la question sur le Figaro.fr. Existe-t-il un espace entre la République En Marche et le Rassemblement national? Pour l'instant, vous n'êtes pas encore convaincu, Richard. Pour l'instant, les internautes pensent non à 56%. Il faudra savoir qui répond. Est-ce que ce sont les électeurs de l'REM ou ce sont les... vous voyez ? Eh bien, vous pouvez continuer justement à nous le dire en continuant de chatter sur ce player, c'est-à-dire à droite de cet écran, vous voyez cette émission. J'ajoute que Jean-François Copé est l'invité d'Audition Publique dans un peu plus d'une heure maintenant, à 19h, ici même.